Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, je suis Madame J, psychologue clinicienne, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet que je trouve extrêmement intéressant et très complexe, comme beaucoup de sujets de toute façon en psychologie, mais celui-ci particulièrement, il s'agit de la psychopathologie. Donc c'est extrêmement vague comme thème. Pour autant, j'ai envie de commencer à l'aborder parce que je trouve qu'il est très central pour dénouer plusieurs points que regroupe la psychologie clinique et l'écoute des autres, de ce qui se passe pour chacun et ce qui se passe dans la société aussi, parce que selon moi c'est étroitement lié. Enfin, je suis pas la seule, hein, mais voilà. Je vais essayer en fait d'aborder plusieurs j'ai envie de dire porte, au sens où j'ai envie d'ouvrir plusieurs sujets sans jamais vraiment y répondre parce que je pense que c'est un sujet qui est plus possible pour un débat et dans un retour de l'autre et qui encore une fois renferme beaucoup de questionnements. Donc voilà, je vais essayer de mon point de vue en tant que psychologue et dans ma rencontre avec les patients, mais également en tant que personne faisant partie de cette société, qui entend tous les jours des choses, qui se questionne aussi sur elle, sur les autres, et comment ça vient intervenir et comment ça vient solliciter plusieurs thématiques différentes. Donc d'abord, c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que la psychopathologie? Donc souvent on dit que la psychopathologie, c'est tout ce qui concerne les troubles mentaux, et les études, les recherches qui y sont attachées. Je me dis que pour définir la psychopathologie, il y aurait d'abord l'idée de savoir ce qu'est la santé mentale. Et je trouve que c'est une expression qui est difficile parce qu'elle est tout le temps redéfinie encore aujourd'hui. On voit à quel point elle n'est pas claire, cette question. Et en même temps, heureusement, parce que je pense que ça serait un petit peu inquiétant s'il y avait une seule santé mentale. Mais je me suis dit que j'allais regarder sur l'OMS comment ils définissent la santé mentale, et donc je lis que c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Bon, donc déjà ils partent direct dans de l'exclusion pour définir en tout cas. Et ils expliquent que la santé mentale est plus que l'absence de troubles mentaux, qu'elle fait un partie intégrante de la santé. En effet, il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale est déterminée par une série de facteurs socio-économiques, biologiques et environnementaux. Et il existe des stratégies et des interventions intersectorielles d'un bon rapport coût-efficacité pour promouvoir, protéger et recouvrir la santé mentale. C'est très bien parce que c'est un thème que justement je trouve très saillant dans la psychopathologie, c'est-à-dire que ça a un coût financier et ça relève de questions économiques extrêmement diverses et qui sont très liées à comment on se représente la psychopathologie aujourd'hui et comment on classe les maladies, comment on prend en charge des patients atteints de pathologies, notamment psychiatriques. Et je me dis que d'ailleurs c'est quelque chose qui évolue beaucoup par rapport notamment aux représentations aussi de la psychopathologie qui sont souvent accolées aux représentations de la folie. Parce je trouve qu'on a des difficultés avec les représentations de la maladie mentale parce que on pense directement à la folie, et la folie c'est directement pris dans une dimension d'exclusion. C'est-à-dire que le fou c'est l'autre, hein, c'est pas moi, c'est jamais moi le fou. Et on en vient à oublier la notion de souffrance en fait dans la pathologie. Et que c'est toujours l'autre qui est malade, en tout cas d'un point de vue de la psychopathologie, c'est jamais moi. Et c'est celui qui est bizarre, c'est celui qui crie dans la rue, c'est celui qui hurle, celui qui fait des bizarreries. Enfin, il y a la question du regard comme ça qui exclut et qui, je pense, joue dans la prise en charge aujourd'hui et dans la réception de, de ces souffrances-là, parce que justement, ce sont des souffrances. Et à l'inverse aussi, je vois souvent, enfin,
c'est pas que je le vois, mais je l'entends, le côté assez fanatique aussi de la folie. C'est-à-dire la folie comme une source de création, une source d'art, les artistes peintres, les savants fous, et je trouve que ça aussi, c'est complexe. C'est quelque chose qui vient un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'avant, on avait plus tendance à l'époque à penser voilà, à la folie comme créatrice. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Et je pense que pour la penser correctement, c'est la notion de souffrance qui est importante, et pas d'adaptation à nos normes. Et quelqu'un qui souffre, on peut pas le laisser délirer parce que il fait des tableaux incroyables, et en même temps, le délire est aussi complexe à définir. Parce que certains comportements font partie de la pathologie d'hier et de la normalité d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante. C'est cette limite entre le normal et le pathologique, au sens où il faut le voir comme un continuum. Et moi, j'ai envie d'ajouter que, au-delà de ce continuum, c'est un continuum qui est singulier, c'est-à-dire que chacun a son continuum. Parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à dire qu'il y a un continuum, et voilà, on est soit un peu plus du côté du normal, des fois un peu plus du pathologique. Et je suis d'accord avec cette idée, mais je la rapprocherai de l'idée que c'est aussi un continuum qui est individuel. C'est-à-dire qu'il est différent chez tout à chacun. C'est ça qui est important de s'interroger quand quelqu'un peut être en difficulté, ou en tout cas affilié à une pathologie psychiatrique, ou à des troubles psychiques. C'est aussi de se dire, mais c'était comment avant pour lui, à qui je parle aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut rencontrer quelqu'un de plutôt souriant, et donc se dire que la personne va relativement bien, pour autant dans son normal à elle. Donc, même si c'est compliqué hein, de dire normal, mais bon, j'ai pas vraiment d'autres mots, mais voilà, dans ses normes personnelles à cette personne, ça va pas, parce que d'habitude, il a une joie de vivre qui est beaucoup plus expansive. Et à l'inverse, des fois, il y a des personnes où on se dit, dis donc, elles sont un peu apathiques, mais en réalité, c'est aussi une façon d'être, ou de plus intérioriser les choses, et d'être moins dans la démonstration à l'autre. Et pour autant, c'est pas quelqu'un qui va moins bien. Mais encore une fois, on répond avec ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est nous. Et donc, moi, je pars toujours du principe que c'est la personne qui a les outils pour savoir si elle va bien, ou si en ce moment c'est plus difficile. Et ça, encore une fois, ça passe aussi par ce poids de la souffrance, qui donne l'idée d'aller voir un psy, parce que voilà, il y a des personnes qui pourront être toute leur vie dans des passages un petit peu plus sombres, qui sont réguliers, et pour autant ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une souffrance qui s'installe, et il n'y a pas d'envie d'aller voir un psy à partir de là. Et pour certains, en réalité, dès qu'il y a un passage à vide, c'est tellement difficile à métaboliser qu'il faut qu'ils aillent voir quelqu'un, parce que la souffrance devient trop importante. Et donc, la difficulté, c'est que pour penser cette limite, c'est que le normal chez l'un n'est pas forcément le normal chez l'autre. Par exemple, quelqu'un qui se lèverait 2 heures avant son réveil pour, je sais pas, se refaire la face, se mettre du fond de teint, ou se lisser les cheveux, ou je ne sais rien. Est-ce que c'est normal ? Peut-être que chez l'un, oui, parce que voilà, ça fait partie de ses loisirs, de se lisser la frange 2 heures avant d'aller au travail, que c'est des choses qui sont importantes. Par contre, bon, je connais des personnes où s'ils me disent que là, ça fait quelque temps qu'ils font ça tous les matins, ça sera un peu inquiétant. Et en plus, il faut savoir que cette norme chez chacun, elle est aussi prise dans des normes culturelles, sociétales, religieuses. Je sais pas,
si un des membres de ma famille vient entièrement nu à un repas de famille, enfin qui se présente à poil pour le repas du dimanche, je vais trouver ça inquiétant. Par contre, j'imagine que dans une famille, je sais pas, en Amazonie, ça peut être peut-être plus dans une norme culturelle ou sociétale. Enfin, en tout cas, voilà, c'est régi quand même par des normes. Et en plus, ces normes-là, ce qui est compliqué, c'est qu'elles évoluent en permanence, aussi vite que la société avance. Parce qu'encore une fois, la question de prendre 1 heure le matin pour se maquiller les sourcils, aujourd'hui, ça peut être la norme pour une grande partie de la population. Mais bon, il y a peut-être quelques années, ça aurait été quand même compliqué. Mais voilà, ça évolue. Aujourd'hui, les sourcils ont plus d'importance physique qu'il y a quelques années. Et ça se ressent même dans les manuels et dans toutes les classifications en psychopathologie, parce que on voit que suivant l'époque, on n'a pas les mêmes maladies. Il y avait le siècle de l'hystérie, de la névrose, et là par exemple aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a la plupart des patients viennent me voir en me disant qu'ils sont en burn-out, alors que franchement il y a quelque temps on n'entendait jamais parler du burn-out. Encore une fois, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est juste que ça montre le poids qu'on peut aussi identifier des souffrances à des phénomènes sociaux, et également la nomination prend sens chez certains, ou en tout cas on regarde plus certains troubles que des fois on regardait pas avant. Et que là d'ailleurs j'étais dernièrement en train de me dire que je pense que on entre de plus en plus dans une ère sur l'hypersensibilité, parce que là j'ai une vague de patients qui viennent en me disant qu'ils sont hypersensibles, donc alors qu'avant voilà, on n'entendait pas spécialement parler. Après, est-ce qu'on peut se dire que bientôt l'hypersensibilité va être une nouvelle catégorie de psychopathologie? C'est questionnant. En tout cas, ce qui est questionnant, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de pathologies et de troubles du lien et du manque. C'est-à-dire qu'on est dans une société quand même où on est très connecté, que tout est très accessible, et pour autant c'est les principaux troubles qui en ressortent. Donc la difficulté dans le lien aux autres, la difficulté dans la communication avec les autres, se sentir très poreux face à l'environnement, et d'être souvent entre dépendance et indépendance assez tiraillée, alors qu'on est dans une société qui rejette de plus en plus quand même le poids du groupe pour valoriser la norme individuelle, un peu comme aux États-Unis. Et c'est un peu comme si le manque venait à manquer. C'est ce que disait Lacan. Il n'en parlait pas forcément dans ce sens-là, mais ce serait intéressant d'y revenir dessus. Et je trouve que, là en tout cas d'un point de vue de la psychologue, ça montre à quel point c'est important à travailler et à faire retravailler en permanence chez soi, parce que nous aussi on a nos représentations du normal, et voire du pathologique, et ça faut vraiment les interroger. Et ça montre à quel point il faut pouvoir être du côté entre guillemets du patient avant d'être du côté du soignant, parce que quand on est psychologue, on va quand même mettre au service de l'autre pas uniquement des connaissances, ça va être aussi notre appareil psychique, notre appareil à penser, et donc nos représentations, nos valeurs, nos idées, et ça il faut pouvoir quand même l'interroger et penser sa constitution, parce qu'en fonction du parent qu'on a eu, de l'éducation qu'on a eue, on va peut-être trouver ça, j'en sais rien, plus normal d'avoir une mère ou un père très envahissant, alors que pour certains ça serait quand même plus difficile à vivre. Enfin en tout cas voilà, c'est pour montrer à quel point que quand on entend chez l'autre, en réalité on entend aussi toujours en fonction de ce qu'on a entendu chez soi, et ça il faut pouvoir l'interroger. Et également à l'inverse, le trop normal peut aussi être pathologique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas suffisamment, je trouve, mais
la suradaptation à une société comme la nôtre, c'est aussi questionnant. Enfin, quand je rencontre des personnes qui ne bousculent jamais rien, qui sont suradaptées à tout ce qui se passe dans le monde et à tous les événements de vie et qui ne font rien vivre chez l'autre, parce que c'est vrai que le trop normal ça paralyse un petit peu, enfin souvent ça empêche de penser. En tout cas, moi je le vois comme ça en tant que thérapeute. C'est aussi interrogeant. Et pourtant, est-ce qu'on parle de la... Enfin, on en parle, hein, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas de la psychopathologie de la normalité. Et ça montre à quel point la sphère de la psychopathologie est extrêmement complexe, parce que c'est comme si les deux extrêmes vont pas, le milieu en même temps, voilà, dans ce continuum, il peut bouger en permanence, donc je vous laisse imaginer la complexité. Mais c'est pour ça que ça rend ce sujet, je trouve, de mon point de vue, très passionnant, au sens où il est dynamique. Et chaque personne a des représentations qui sont totalement différentes. Et là aussi où je pense que c'est important d'y revenir dessus, c'est que on peut parfois faire un pas dans la psychopathologie, en tout cas être dans ce continuum et être plus en souffrance parce qu'on est plus du côté du pathologique sans que cela soit immuable. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je vois tous les jours et que je me dis qui est vraiment dommage, c'est les personnes qui s'identifient ou souvent sont identifiées par l'autre et l'ont été à un moment donné dans la pathologie comme quelque chose qui ancre. Alors que pas du tout. Et surtout qu'en fonction des événements de vie, je trouve que ça serait assez illusoire de penser qu'on a tous les mêmes capacités à vivre certaines épreuves. Et que chaque événement de vie s'inscrit forcément chez une personne qui a déjà des vulnérabilités, des ressources, des forces plus ou moins importantes, avec un patrimoine social, culturel, génétique, enfin, en tout cas, on est quand même un tout, et la perte, je sais pas, d'emploi chez l'un aura pas la même conséquence chez l'autre. Parce que quand on vit quelque chose, ça vient réactiver des choses qui peuvent être plus ou moins complexes et donc faire vivre des moments aussi plus pathologiques au sens de qui mettent plus en souffrance et qui sont plus difficiles à traverser que d'autres. Et également, il y a des événements répétés plus traumatiques qui peuvent mettre à mal un certain temps la réadaptation. Et ça, faut pouvoir l'entendre. Pour autant, est-ce qu'on est dans de la psychopathologie ? Est-ce qu'on définit un temps pour penser à la psychopathologie? Est-ce que c'est quand on y est inscrit depuis un certain temps? Est-ce qu'on a le droit de traverser la psychopathologie et pourtant ne pas avoir des troubles psychiques voilà, ancrés? C'est assez questionnant. Alors moi j'aimerais bien parler aussi des ou du symptômes, parce que je trouve que c'est très accolé à ces représentations de la psychopathologie, parce que ça vient justement appuyer dans quelle psychopathologie on se situe, ou dans quelle absence de psychopathologie. Ça dépend comment on la pense. Parce qu'en réalité, en fait, le symptôme, c'est pas le même suivant le référentiel auquel on s'appuie. Par exemple, le symptôme en psychanalyse, c'est un signifiant pour le sujet. Alors que par exemple, le symptôme en médecine, c'est un signifiant pour le médecin plutôt. Et le symptôme, il faut le voir quand même comme quelque chose qui a un sens, qui vient révéler ce qui se passe dans le conflit. En tout cas là je parle d'un point de vue psychique et d'un point de vue du référentiel analytique. Et c'est comme ça que je pense, selon moi encore une fois, hein, c'est pas une vérité absolue, mais que ça m'aide à le penser. C'est-à-dire le symptôme comme une valeur, comme une fonction psychique.
et ce qui est extrêmement complexe à dire et à entendre, je pense, et qui fait souvent d'ailleurs très débat dans la psychanalyse, alors que je pense que c'est souvent pas très bien compris, mais c'est qu'en fait le symptôme, malgré son invalidité à certains moments, il vient quand même aider le sujet à traiter un conflit qui pour le moment ne trouve pas d'autre point de ressource, et qui est la seule façon de s'exprimer. Et en fait, souvent, c'est pas bien compris parce qu'on a l'impression que la psychanalyse dit que voilà, il faut garder ses symptômes parce que c'est parfait, c'est plein de bénéfices, et choses comme ça. Alors que non, c'est pas le cas, bien sûr. Sauf que pour penser le symptôme, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'il vient dire. On parle encore une fois des symptômes psychiques, ou en tout cas des symptômes qui, pour la personne, encore une fois, altèrent sa santé mentale. Avec tous les guillemets que je peux donner à la question de la santé mentale, parce que j'ai aucune idée de comment on pourrait la définir d'un point de vue le plus objectif possible, à part donner la définition de l'OMS, mais qui, pour moi, n'est pas non plus l'objectivité absolue. Et que du coup, on se rend compte que c'est parfois compliqué de penser en termes de retrait d'un symptôme, parce que ça vient faire vivre beaucoup de choses. On se rend compte que pour certains patients, c'est parfois plus difficile que ce qu'ils auraient pu penser d'aller mieux. Et ça, il faut pas du tout le voir comme quelque chose de volontaire, au sens de oui, non, moi j'adore garder mon symptôme, j'adore être en difficulté par rapport à ça. C'est absolument pas conscient, c'est pas volontaire, c'est pas une question de force ou quoi que ce soit. C'est juste que le symptôme, il fait partie de notre économie psychique. Et des fois, il prend une place qui est plus ou moins importante. Et le retirer, c'est pas si évident que ça. En tout cas, c'est comme ça que je veux le dire. Et surtout, je pense que quand on se focalise uniquement sur l'idée de retirer un symptôme, c'est là que ça devient compliqué. Parce que inconsciemment, on sera toujours un peu attaché à ce symptôme. En tout cas, dans ce qui vient dire et mettre sous couverture. Il y a par exemple des symptômes qui sont en réalité un symptôme familial, que des fois on se donne, donc il peut aussi avoir des fois une forme de culpabilité d'aller mieux. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment chez les enfants. L'exemple à la con, c'est souvent des fois... alors encore une fois, c'est vraiment un exemple, mais encore une fois qui ne définit en rien le côté universel de la réponse à ce symptôme, mais des fois les enfants qui ont du mal à aller à l'école, ou qui ont beaucoup de difficultés le matin à partir, à rester à l'école. Il faut aussi des fois se dire qu'est-ce que ça vient dire aussi de quand ils quittent le domicile familial, qui laisse, ça profite à qui, de ce symptôme de ne pas aller à l'école, pourquoi l'enfance est si difficile, enfin, vous voyez, dans ce sens-là. Toujours sous forme de questionnement où on n'a aucun savoir sur l'autre. Et ça, je pense que c'est important, parce que c'est très culpabilisant quand on interroge le symptôme, parce que les personnes peuvent vite se sentir comme voilà, faisant exprès, ou ce qui n'est absolument pas le cas. Et vraiment, ça je le dis à chaque fois, même d'un point de vue somatique, les maux de ventre, les maux de tête, c'est toujours pris dans une construction qui n'est pas quelque chose que l'on choisit volontairement. Et que chaque pathologie, qu'elle soit organique, psychique, enfin un tout, aura toujours une composante psy et somatique. Mais ça, c'est normal. C'est même quelqu'un qui aurait un cancer extrêmement avancé, bien sûr que ça lui fera vivre des choses aussi psychiquement. Et ça ne fera pas que vivre des choses dans le corps. Et bref, c'est vraiment pour... je pense que c'est important de revenir là-dessus, parce que c'est très touchy comme sujet, la question du symptôme, des bénéfices.
Et pour autant, c'est quand même important de l'aborder et surtout de se dire que c'est pas parce qu'on parle de bénéfices qu'on parle de choix. Et que le symptôme fait aussi partie de l'organisation de la vie d'une personne et il faut quand même le voir comme ça, comme pris dans cette économie. Et pour pouvoir au mieux le penser, il faut savoir aussi qu'est-ce qui vient alimenter dans l'économie du patient, l'économie psychique. Donc je disais que le symptôme en médecine et le symptôme en psychanalyse, il n'avait pas la même signification pour chacun et c'est important de le penser parce que dans la question de la psychopathologie, quand on réfléchit sur ce sujet-là, on induit forcément la notion du soin par la suite. Et en réalité, on n'a pas du tout la même approche si on pense par exemple que l'alcoolisme est une maladie ou si on pense que c'est un symptôme. Et ça, c'est quand même important à se définir comment les signes qui peuvent être dits observables, comment ils sont pensés, comment ils sont, est-ce que c'est un syndrome, est-ce que c'est un symptôme, est-ce que c'est un signe clinique, et ça n'aura pas les mêmes répercussions pour la personne, mais pour sa prise en charge, donc pour le soin, et surtout pour le regard qu'on peut avoir sur soi et le regard que peut avoir l'entourage sur son trouble. Et je pense qu'il faut pouvoir le penser avec la personne. Qu'est-ce qui va être le plus entendable et possible pour chacun. Donc là, je fais pas du tout de cours de comment prendre en charge un patient qui voilà, a une problématique d'alcoolisme, hein, parce que ce podcast, il est pas fait pour que j'enseigne quoi que ce soit, parce que bon, j'en ai pas les capacités déjà d'une part, mais en plus c'est pas du tout ce que j'aimerais, c'est justement d'ouvrir un petit peu ces questionnements et de réfléchir à tout ça en fait, en ayant bien sûr l'idée que je suis moi-même aussi prise avec des représentations et que ça joue dans ma façon de penser ces questions-là. Ce qui me semble important, parce que justement je réponds avec moi aussi ma façon de voir les choses, c'est donc l'importance du transfert pour comprendre ce que vit le patient. Parce que dans la relation, en tout cas si on en vient au cadre qui peut être proposé d'aller voir un psychologue, il y a quand même l'idée que le patient qui vient consulter, ce qu'il va vivre lui dans son quotidien va forcément aussi l'amener dans sa relation avec le thérapeute et il va forcément rejouer plusieurs choses et revivre des situations qui ont pu le mettre en difficulté dans la vie courante. Elles vont se réinscrire dans le cadre avec un psy. Et ça, c'est aussi un moyen de comprendre là où en est l'autre dans ce continuum-là et ce que ça peut vouloir dire telle organisation psychique, tel conflit, tel symptôme, que ce soit plus pensé entre guillemets comme somatique ou plus pensé entre guillemets comme psychique. Et c'est vrai que ça pose la question donc de savoir si quand on a un symptôme, est-ce qu'on est directement dans la psychopathologie, parce que encore une fois, la surnormalité pour moi est assez psychopathologique. Donc les symptômes, à mon sens, peuvent aussi faire partie de la normalité, et je l'avais dit précédemment dans le podcast d'avant que ça faisait partie aussi de cette palette-là. Et qu'on emprunte tous comme on peut emprunter, et en fonction des événements de vie, on peut être plus sensible à tel symptôme qu'un autre. Alors, en parlant de la psychopathologie, on en vient forcément à parler de la question des classifications. Et donc ça, peut-être que d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas dans le milieu psy, entre guillemets, ou en tout cas le milieu du soin,
on n'a pas forcément idée de ce qui s'y passe, mais pourtant c'est quand même assez important. Alors je vais pas revenir sur l'histoire des classifications ou sur les modèles de psychopathologie comme Bergeret ou voilà, etc. Mais je vais juste apporter ma pensée, mais qui est partagée hein, sur les classifications, parce que je suis toujours un petit peu en hésitation par rapport à ça, au sens que je suis ok pour penser les classifications quand elles peuvent permettre un échange qui tend vers le même langage pour les cliniciens, donc c'est-à-dire quelque chose qui permet qu'on arrive à se comprendre sur peut-être différents sujets par rapport à des patients. Mais je trouve qu'il y a un biais énorme dans les classifications parce que ça m'apparaît comme la plupart du temps très 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 réducteur. Et c'est selon moi un leurre au sens où beaucoup travaillent de façon acharnée à rendre les classifications les plus neutres possibles, mais qu'on en revient toujours au même point, c'est-à-dire que les classifications se rapportent toujours à un système de référence, et à partir du moment où c'est un être humain pris avec son humanité qui écrit des classifications, même s'il est en groupe, voilà, ça ne peut être neutre, parce que par exemple il y a le DSM hein, qui est quand même une des classifications assez principales quand on travaille en psy, en psychiatrie, ou même en tant que psy habituel, hein, beaucoup si se prennent ça comme référence la plus objective possible. Donc c'est un manuel qui voilà regroupe la plupart des troubles psychiatriques ou psychologiques, et donc donne des critères, et s'il y a tant de critères, ça veut dire qu'on s'inscrit plus dans tel diagnostic que tel autre. Et voilà, ça se veut le plus neutre possible. Alors je le trouve intéressant, le DSM, hein, je l'ai quand même bien étudié, parce que je pense que pour avoir une approche assez globale de certaines pathologies, ça peut avoir du sens. Mais il faut pas oublier que voilà, le DSM il est toujours revisité, donc ça montre qu'à quel point le neutre d'hier n'est plus le neutre d'aujourd'hui. Et puis il y a des grandes questions économiques par rapport à ça qui sont très complexes, parce qu'en fait on n'a pas les mêmes coûts de prise en charge, et donc des prix en fonction de comment on classifie un patient ou un autre, hein. Donc voilà, j'avoue que je me sentirais pas trop d'aller très loin dans la question économique, parce que il me faudrait plus de connaissances appuyées. Je voudrais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas voilà, hein, on a quand même des coûts financiers en fonction de comment on classe un patient suivant sa pathologie, et surtout qu'il y a des mouvements de pensée où des fois c'est économiquement une pathologie elle a un peu la gloire, après c'est une autre, enfin bref. En tout cas il y a des signes en effet qui peuvent être dits comme observables et qui peuvent permettre de donner une hypothèse diagnostique, même si voilà, la question du observable elle est toujours chez un individu donné, hein. En tout cas pour moi, je ne réfute pas la question des classifications, mais j'ajoute le caractère essentiel de les penser comme un moyen et pas comme une fin en soi. C'est-à-dire de toujours pouvoir se dire que ça sert à communiquer potentiellement entre professionnels, à avoir un langage qui tend vers quelque chose de commun, mais il faut voir à quoi ça sert pour le patient. Est-ce que ça a un sens d'avoir un diagnostic ? À quoi ça sert en réalité la psychopathologie ? Est-ce que ça sert déjà à avoir un diagnostic ? Et en même temps, à quoi ça sert un diagnostic ? Est-ce que c'est plus utile pour le patient ou pour les professionnels ? Ça se discute. Et je trouve que c'est quand même assez difficile de se faire une carte de la psyché. Donc est-ce qu'on diagnostique des personnes ? Est-ce qu'on diagnostique des maladies, des structures ? Est-ce que toutes les pathologies sont universelles ?
Est-ce que, je sais pas, la schizophrénie chez Paul, est-ce que c'est la même que celle je sais pas, de Pierre, ou de Jeanne, voilà. Et, et que du coup, la pathologie, en réalité, elle s'inscrit toujours dans la construction du monde que l'on se fait. Et, ça, chaque fois, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre et dont je discute beaucoup, c'est le côté dynamique. C'est-à-dire voilà, on peut... moi, je suis pas contre le diagnostic en tant que tel, notamment parce que voilà, je trouve qu'il peut aider à communiquer, et puis aussi que le traitement donné sera pas le même. Donc on donne pas le même traitement à un dépressif ou quelqu'un qui délire, ça on est d'accord, et donc peut-être parler de dépressif ou de délirant, ça peut avoir du sens. Mais attention, voilà, à ce qui enferme. Et pour moi, c'est toujours important de garder le côté mobile, dynamique. Et de pouvoir dire, en ce moment, il se passe ça, chez cette personne. Ou en tout cas, en ce moment, vous vivez ça, si on s'adresse à l'autre, chez cette... Pardon, je recommence. En ce moment, donc, la personne est en train de vivre ça, donc un moment peut-être qui pourrait s'inscrire dans quelque chose de plus pathologique pour la personne, mais d'ici quelque temps, ce sera sûrement autrement, et que ça, on n'en sait rien, et qu'il faudra toujours le réinterroger, parce que c'est vrai que moi, je reçois aussi des patients qui sont tellement identifiés à des diagnostics que franchement, c'est impossible de s'en sortir, au sens où c'est une identité maintenant, le diagnostic, ou des patients qui ont été diagnostiqués dans des dépressifs alors qu'ils étaient adolescents, et qui aujourd'hui ont 40 ans et sont encore dépressifs, alors qu'en réalité, l'adolescence, est-ce qu'on n'est pas obligé d'être un peu dépressif pour aller bien, quoi. Je remets pas en question la dépression que peut-être certains ont vécu adolescentes, qui, encore une fois, c'est possible qu'aujourd'hui soit toujours présente. Néanmoins, voilà, je pense que l'interroger en tant que professionnel, en tant qu'entourage, ça peut quand même avoir du sens. Et l'interroger, ça veut pas dire réfuter un diagnostic, ça veut juste dire qu'un diagnostic, ça se doit être dynamique et ne pas cloisonner. Et que quand on parle de psychopathologie, en fait, on en vient toujours à parler du diagnostic. Et qu'il faut faire attention à ça. Parce que le risque, c'est que qui dit maladie dit aussi traitement, et ça dit aussi guérison. Et ça, je pense que ça fait partie aussi du débat. Et peut-être que j'aimerais bien l'aborder aussi à un autre moment, la question de la guérison. Peut-être plus d'un point de vue psy, parce que d'un point de vue médical, c'est autrement, même si j'oppose pas les deux. Mais la question de la guérison, c'est aussi, est-ce qu'on peut quantifier la souffrance, et donc quantifier la guérison, et encore une fois, guérison, c'est, est-ce qu'on parle vraiment de pathologie qui ramène à un état donc antérieur après. C'est par exemple, est-ce que l'angoisse, c'est de la psychopathologie? Est-ce qu'on guérit de l'angoisse? Enfin bref, c'est quand même, je pense, un autre sujet que j'aborderai peut-être à un autre moment. En tout cas, voilà, juste pour moi finir un peu par cette note de warning, entre guillemets, par rapport à la psychopathologie, c'est plus au sens de faire attention à comment elle est pensée, parce que je trouve qu'aujourd'hui, le problème de la psychopathologie, c'est surtout la façon des fois dont elle peut être enseignée, utilisée, et des fois, c'est pas toujours dans le sens de la personne qui reçoit cette information, et c'est pas toujours pris dans le bon système de la personne, mais un système qui appartient à la société, aux professionnels, dont je fais partie, et qu'on en oublie des fois, en fait, ce qui se passe chez l'autre à ce moment-là, où on est l'autre dans ce temps-là. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie concernant la psychopathologie. Enfin, en tout cas,
je vais pas faire plusieurs parties, mais en tout cas, voilà, encore une fois, dans cette volonté de dénouer un petit peu plusieurs thématiques, quitte à après revenir plus précisément sur des notions dont j'ai effleuré l'idée que j'ai envie de transmettre. Mais voilà. En tout cas, eh bien, bonne journée, et puis on se dit à bientôt pour un nouveau sujet sur le comptoir de la psychologie. Salut!